Bonjour, bienvenue dans ce dernier webinar bien démarré sur AWS en ligne et en direct. Nous sommes le jeudi 23 juillet 2020, il est midi sur le fuseau horaire CEST, où que vous soyez. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent d'Afrique subsaharienne aujourd'hui sur GoToWebinar. Merci à vous d'être là. Quelques personnes qui nous regardent de France également. Je vois des noms que je connais dans les listes. Soit vous êtes sur GoToWebinar, vous êtes inscrit, soit vous êtes sur Twitch. Le premier lien en haut de ce slide, Seb AWS sur twitch.tv. Je diffuse le flux là également, donc choisissez la plateforme qui vous convient le mieux, l'application qui vous convient le mieux. Dans les deux cas, vous avez un champ de chat et de questions où vous pouvez poser vos questions. J'essaierai d'y répondre en direct. Enfin non, je vais y répondre en direct. Je prétends pas tout connaître évidemment. Et si vous me coincez dans quelque chose, je ferai un suivi offline. Aujourd'hui, on va parler réseau. Je m'appelle Sébastien Stormac. Merci d'être là. On va parler réseau, on va parler VPC, on va parler Transit Gateway, on va parler des tables de routage, on va parler également CloudFront. Si vous êtes un DevOps, si vous êtes un admin system, si vous devez créer des réseaux virtuels sur AWS, vous êtes probablement au bon endroit. Probablement au bon endroit également pour faire une petite répète, une petite révision des concepts importants en matière de réseau avant de passer une certification AWS par exemple, puisqu'il y a quand même pas mal de questions dans les certifs sysadmin, dans les certifs architectes qui portent sur le réseau, et donc avoir une connaissance des bases, des fondations du réseau, c'est une bonne chose, même si après vous partez dans du serverless et que vous ne ferez plus jamais du réseau. Et ce sont des fondations qu'il faut connaître, qu'il est toujours bon de connaître et de comprendre. Donc je répète, n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit sur GoToWebinar ou sur Twitch/SebAWS. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure de notre webinar. Alors, en principe, là, vous devez voir mes slides et allons-y pour l'agenda. Je vous l'ai dit, hein, on va parler réseau. Donc, un réseau virtuel sur AWS, ça s'appelle un VPC, un Virtual Private Cloud. Donc, on va passer les bases d'un VPC, des subnets. On va parler des différentes options de routage que vous avez vers Internet, vers d'autres réseaux. On va parler des tables de routage qui se configurent au niveau de la console. On va parler des endpoints pour accéder à des services AWS sans sortir de votre réseau. Et puis je terminerai avec CloudFront et le Content Distribution, ou Content Delivery Network. Je crois que je me suis trompé, c'est Content Delivery Network, c'est pas Content Distribution Network, CDN. La caractéristique du réseau, des réseaux que vous pouvez créer sur AWS, c'est qu'ils sont entièrement virtuels. En aucun cas, ça implique du provisioning de matériel spécifiquement pour vous. C'est de la configuration logicielle que vous faites vous-même tout seul dans votre console ou avec la ligne de commande pour créer un espace privé, entièrement privé, dédié à vos applications. Et donc ce réseau sur AWS, ça s'appelle un VPC, un Virtual Private Cloud. Un VPC, c'est toujours dans une région et ça ressemble très fort à un réseau que vous pourriez créer dans votre data center, sauf qu'il supporte l'infrastructure scalable d'AWS. Donc le VPC se déploie au travers de toutes les zones de disponibilité dans une région. Vous créez votre VPC au niveau régional, et c'est dans le VPC que vous allez lancer vos ressources comme vos machines virtuelles, vos bases de données. Certains services, eux, travaillent de façon méta au-dessus du VPC au niveau de la région. Amazon S3 par exemple, Amazon S3 n'est pas dans un VPC, c'est un service standalone. Mais la plupart des services vont se déployer dans un VPC, que ce soit les services dont on a parlé hier, EBS, EFS. Je vais chaque fois spécifier le VPC et les subnets. Je vais parler des subnets dans un moment. Les services de compute également. CS pour déployer vos containers, KS, vos containers avec Kubernetes, C2, tout ça, ça se déploie dans des VPC. Il y a juste Lambda qui, de nouveau, se déploie par défaut en dehors d'un VPC, mais vous pouvez lui attacher une patte sur un VPC pour communiquer avec votre infrastructure dans les VPC. Donc VPC, c'est votre réseau, et typiquement, vous allez le découper en plusieurs subnets, comme vous feriez dans un data center. Donc un subnet, c'est un mini-réseau dans le réseau. Ça vous permet d'isoler certains trafics et de séparer les couches logiques
public entre votre load balancer, votre web server, vos application servers, vos API, vos bases de données. Typiquement, les subnets sont de deux types. Il y a les publics et les private. Les publics, ben, c'est ceux qui sont accessibles par Internet, et les private, c'est ceux qui n'ont pas accès par Internet. Alors, je sais qu'on peut aller dans des considérations encore plus fines avec des réseaux semi-privés, donc qui peuvent sortir vers Internet mais qui peuvent pas recevoir de connexion, par exemple pour faire des mises à jour, quand vous avez besoin d'une mise à jour Windows ou une mise à jour Linux, et puis des subnets complètement privés où là on ne peut ni sortir ni rentrer par Internet. Donc ça c'est quelque chose qu'on observe chez nos clients de plus en plus. Ce qui définit un subnet, c'est l'availability zone dans lequel il est. Donc un subnet, contrairement au VPC, lui, il est dans une zone de disponibilité. Si vous utilisez 3 zones de disponibilité, vous devrez créer 3 subnets publics, 3 subnets privés, donc pour un total de 6 subnets, et c'est là que vous allez déployer vos instances ou vos services qui tournent dans des VPC. Ce n'est pas directement dans le VPC, c'est plutôt dans le subnet du VPC. Et donc en choisissant le subnet, ça va définir les ranges d'adresse IP, les tables de routage, etc. On va voir ça tout de suite. Alors évidemment, un réseau sans connexion vers l'extérieur, ça serait assez ennuyeux. Donc on vous fournit plusieurs moyens d'accéder à l'extérieur, avec différentes gateways, endpoints, NAT gateway, tables de routage, peering, etc. Et on va regarder tout ça en détail dans ce talk, dans les minutes qui viennent. Dans un VPC, vous allez également trouver le concept de security group. Donc le security group, c'est un filtre réseau qui définit quelles sont les règles qui permettent de se connecter à vos ressources. Donc ces filtres sont typiquement attachés à la Network Interface, la ENI, à la patte réseau qui est attachée dans le subnet. Si vous avez des web servers avec plusieurs ENI, vous pouvez mettre des groupes de sécurité différents sur des ENI différentes, par exemple. Typiquement, un web server va accepter du trafic sur le port 80 venant de son load balancer. Un application server ne va accepter du trafic sur son port, je ne sais pas, 80-80, uniquement si ça vient du web server. Donc ça, ce sont des règles réseau. Vous devez, par défaut, un security group est entièrement fermé, vous allez devoir ouvrir les règles une à une. Un security group, c'est un concept, c'est pas vraiment un firewall, c'est juste un fil. Moi j'aime bien prendre l'analogie d'un bouclier. C'est un bouclier qui protège vos ressources et dans lequel vous laissez passer certaines connexions réseau en provenance de certains ranges et sur certains ports. Et par défaut, ce bouclier est complètement fermé. Aucune connexion peut se faire vers vos ressources qui sont déployées dans le subnet. Alors, allons-y, on va aller à travers tous les éléments de configuration pour créer un VPC. J'aurais pu le faire dans la console, mais c'est super abstrait, donc j'ai préféré le faire avec des petits dessins comme ça pour essayer de visualiser les différents concepts dont je vais parler. Mais donc tout se fait dans la console ou à travers les API. Première chose, quand vous définissez un VPC et ses subnets, vous devez définir évidemment la région dans laquelle vous allez le mettre. Ensuite, vous allez définir le range d'adresses IP que vous souhaitez allouer à ce réseau. Et pour les ranges d'adresses IP, on supporte IPv4, on supporte IPv6. Si, comme moi, vous avez des cheveux blancs, peut-être que vous aviez appris à l'école qu'il y avait des réseaux de classe A, B, C. Maintenant, tout ça, c'est fini. On parle de CIDR, c'est IDR, Classless Interdomain Routing. Donc, globalement, on définit un bloc d'adresses IP et puis on met slash et le nombre de bits qui appartiennent au réseau. Donc dans les exemples que vous avez là, le premier 192.168.00/16, ça veut dire que les 16 premiers bits, donc les deux premiers bytes, les deux premiers chiffres, 192.168, sont fixes pour ce réseau-là. Et puis j'ai 16 bytes pour moi, les deux derniers, puisque au total il y a 32 bytes pour mettre mes hosts. Sur le dernier exemple, /8, ça veut dire que 10 est le numéro du réseau, et j'ai 255 x 255 x 255 possibilités pour mes adresses IP privées. Donc un VPC, vous devez lui donner son range d'adresse IP et sa taille. Donc sa taille est exprimée par le slash quelque chose. Au plus le chiffre est petit, au plus le réseau est grand. Donc ça va de /16, c'est le plus grand réseau que vous pouvez faire avec à peu près 65 500 hosts adresses IP disponibles, jusqu'à /28 qui serait le plus petit réseau
avec seulement 4 bits. Donc 4 bits, ça fait à vue de nez 16 ou 15 adresses IP libres. J'ai une question qui est arrivée sur GoToWebinar. Est-il nécessaire de configurer IP table dans Linux lorsqu'on a déjà fait une configuration dans les NAT? Je vais parler des NAT juste après. Donc pour ceux qui ne comprennent pas la question, ne vous inquiétez pas, je vais expliquer tout ça. Pour Mossoum qui a posé la question, la réponse est non. Tout ce que je suis en train d'expliquer ici se gère en dehors de vos instances EC2. En fait, les instances EC2, il n'y a pas besoin de faire des IP tables, il n'y a pas besoin de changer des tables de routage au niveau du kernel Linux. Elles reçoivent une adresse IP privée et publique, et c'est à l'extérieur de l'instance EC2 que notre infrastructure VPC va router les paquets comme il le faut entre vos virtual machines. Donc, pour faire du NAT, il n'est pas nécessaire de toucher aux IP tables, en tout cas en utilisant notre service de NAT Manager dont je vais parler. Vous pouvez évidemment démarrer une instance EC2 et configurer un NAT dessus vous-même, un peu à l'ancienne, à la papa. Et là, dans ce cas-là, oui, il faudra utiliser les IP tables pour activer le routing et activer le port forwarding sur les instances. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Je la marque comme répondue et on peut faire un follow-up éventuellement après. Donc quand vous créez votre VPC, première chose à faire, la région, deuxième chose à faire, la taille du VPC et son adresse IP, les bits qui sont fixes. Donc ici, dans cet exemple, on va prendre 172.31 sur un réseau de taille 16. Donc 16, je répète, ce sont les deux premiers bytes 2 x 8 qui détermine la partie réseau, 172.31. Donc tous les éléments dans mon réseau commenceront par 172.31 et j'ai 2 bytes pour allouer d'autres services. 2 bytes, ça fait à peu près 65 535, 36, moins les adresses IP réservées. Deuxième chose à faire, c'est définir les ranges des subnets. Et ici, de façon tout à fait arbitraire, je choisis que mes subnets seront en /24. 24, ça veut dire que 8, 16, 24, les 3 premiers bytes sont alloués au subnet. 172.31, ça c'est le VPC. 0, ça sera le numéro de ce subnet-là. Et puis il me reste le dernier byte pour mettre des hosts. Le deuxième, de façon tout à fait arbitraire, je choisis que ça sera 1. Donc 172.31, 1. Ensuite, 172.31, 128 et 129. Pourquoi 128, 129? Pourquoi 0 et 1? C'est arbitraire. Vous choisissez ce que vous voulez. Essayez de rester constant si vous avez plusieurs VPC et d'être consistant en tout cas dans l'adressage de vos subnets. J'ai vu de tout. J'ai vu des clients qui disaient les subnets pairs sont publics, les impairs sont privés, ou ceux avec 0 chiffre, un numéro, donc de 0 à 9 sont publics, 2 numéros sont privés, 3 numéros sont semi-privés, comme je l'ai dit tout à l'heure, protected. Vous choisissez ce qui va bien pour vous, il n'y a vraiment aucune obligation de ce côté-là. Si vous êtes sur IPv6, c'est à peu près la même chose, hein, sauf que la notation des adresses IP est séparée par des 2 points plutôt que par des points, mais il y a toujours le slash quelque chose, sauf que là ça peut monter jusqu'à slash 128, hein, puisqu'il y a 128 bits dans une adresse IP V6, mais le concept de side range reste exactement le même. Si vous êtes en IPv6, notez quand même qu'il y a quelques adresses spécifiques. La loopback adresse, donc l'équivalent du 127.0.0.1 en IPv4, c'est .1. Il y a aussi le link local address, ça c'est celle qui sera assignée, c'est l'équivalent de votre adresse IP privée. Votre adresse IP, il n'y a plus de privé et public en IPv6, tout est public. Et puis il y a aussi les adresses IP unicast, les G ou E qui sont toujours 2600 quelque chose en /64. En multicast, même chose, c'est tout ce qui commence par 002, multicast vers les nodes, vers tous les routeurs ou autres. Donc il y a quelques adresses IP qui sont réservées, ce qui n'est pas un gros problème puisque vous avez 128 bits, donc ça fait vraiment des milliards et des milliards d'adresses IP possibles. Si vous créez un VPC en IPv6, il aura une taille fixe, c'est /56 et vos subnets seront /64, un peu plus petits. Vous pouvez toujours mettre un dual stack, ça veut dire que vous pouvez avoir des instances EC2 qui ont à la fois une adresse IPv4 et une adresse IPv6. C'est ce que vous avez l'exemple là avec le ifconfig où on voit sur la deuxième ligne inet address, ça c'est l'adresse du subnet 172.31.0, donc elle est dans le subnet public 1. Et on voit aussi qu'il y a une inet6 adresse qui est le link adresse.
et puis la GUA, la Global Address, donc l'adresse IP publique qui termine par 64. Donc private, l'adresse IPv6 private et l'adresse IPv6 publique. Bien, une fois qu'on a fait ça, quelle est l'étape suivante? Ah non, ben oui, l'étape suivante c'est de rajouter IPv6 peut-être. Donc on choisit un réseau. Là j'avais choisi 72.31. C'est un peu plus difficile à exprimer en IPv6, mais je choisis 2600, 1F16, 14D, 6300, tout à fait arbitraire. /56, c'est la seule taille qu'on accepte. Et puis vous définissez des subnets, donc après 14D 63, 0064, 01, 64, 28, 64 et 29. Remarquez qu'on a suivi le même schéma de nomenclature que dans le réseau IPv4. Est-ce que déployer une instance dans ce réseau suffit pour que cette instance soit connectable à Internet? Réponse non. Il y a 5 conditions pour qu'une instance puisse recevoir du trafic d'Internet et envoyer du trafic vers Internet. Il faut qu'elle ait une adresse IP publique. Il faut qu'il y ait une Internet Gateway attachée au VPC. Il faut qu'il y ait une table de routage qui aille vers l'Internet Gateway. Il faut que les networks SCL autorisent le trafic vers ce subnet. Et il faut que le security group de l'instance EC2 autorise pour recevoir ou émettre du trafic. Donc 5 conditions. Ça, c'est le genre de choses qu'il peut y avoir dans l'examen de certification. On ne va pas vous demander quelles sont les 5 conditions, mais on va vous mettre dans un cas où il y a ceci, ceci, cela, la connectivité ne marche pas. On vous demande qu'est-ce qui pourrait être la cause. Et donc voilà, c'est les 5 choses qu'il faut vérifier dans les réponses. Alors on commence par la première, Public IP Address. En IPv6, c'est fait automatiquement. En IPv4, vous pouvez choisir plusieurs moyens. Donc par défaut, il n'y a pas d'adresse IP publique assignée. Vous pouvez configurer le subnet pour que les ressources reçoivent une adresse IP publique automatiquement. C'est la première option, auto-assign. Quand vous lancez une instance EC2 ou quand vous créez un subnet, il y a cette option pour automatiquement assigner une adresse. Vous pouvez aussi... ah oui, donc ces adresses IP publiques, elles vont changer si vous arrêtez la machine. Si vous faites un stop de votre instance et un restart, elle aura une autre adresse IP publique. Ce qui n'est pas nécessairement un problème, ça dépend comment vous gérez le DNS et les liens et vos services. Parfois c'est un problème et vous aimeriez bien avoir une adresse IP stable dans le temps. Vous puissiez terminer l'instance, en recréer une nouvelle et récupérer la même adresse IP. C'est possible, pour ça vous devez réserver une adresse IP pour vous, c'est ce qu'on appelle une Elastic IP Address. Donc une Elastic IP Address, c'est une adresse IP que vous avez réservée pour votre compte, pour votre région, elle est allouée à vous. Et une fois que vous l'avez allouée à votre compte, vous pouvez l'attacher à une instance ou à une autre instance ou encore une autre instance et vous pouvez changer cela dans le temps. C'est pour ça qu'on l'appelle Elastic. On peut aller la mettre où on veut sur les instances. C'est un service gratuit parce que vous consommiez une adresse IP publique de notre pool public ou une adresse IP réservée pour nous, ça ne fait pas une grande différence, et c'est gratuit si vous l'utilisez, parce que si vous réservez une adresse IP publique et puis que vous ne l'utilisez pas, c'est-à-dire que vous ne l'attachez pas à une instance qui fonctionne, eh bien en quelque sorte vous réservez une ressource rare, une adresse IPv4 c'est très rare, et vous la réservez pour votre usage propre, sans qu'aucun autre client ne puisse l'utiliser. Et donc vous consommez une ressource rare, donc on vous facture un prix par heure pour les adresses IP élastiques qui ne sont pas allouées à des instances en temps de fonctionnement. Tout est important dans ma phrase, qui ne sont pas allouées à des instances qui fonctionnent. Il faut que l'instance soit en mode running. Si vous arrêtez l'instance, on vous facture l'adresse IP élastique. Alors rassurez-vous, c'est 2 fois rien, hein, c'est 0, quelque chose par heure. Bon, enfin, voilà, c'est un coût que vous pouvez éviter très, très facilement. Si vous avez des range siders qui sont propres à votre société, que vous souhaitez les utiliser, vous pouvez faire ça également en apportant votre propre adresse IP. Il faut évidemment configurer après les routages au niveau BGP pour router le trafic vers chez nous, mais c'est tout à fait possible. Vous pouvez faire du Bring Your Own IP Address également. Donc dans mon exemple, je repars sur mes 2 instances qui sont dans la zone publique. Elles vont avoir une adresse IP publique auto-assignée. Regardez, le range n'est pas du tout le même que le range VPC. C'est une des millions d'adresses IP
dont dispose AWS. Donc 54, 56, 9, 10 et 52, 21, 215, 170. Vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Hein. Même si c'est de l'Elastic IP, elle est allouée dans notre pool, dans des ranges qui dépendent de la région. Et donc voilà, c'est votre adresse IP publique. Deuxième point, vous avez besoin d'un accès Internet. Et pour cela, il faut attacher à votre VPC une Internet Gateway, c'est le petit logo purple en haut à gauche. Alors une Internet Gateway, conceptuellement, c'est comme un routeur qui va attacher votre VPC à Internet. Sauf que ce n'est pas un device physique, c'est juste une configuration dans notre réseau. Donc il n'y a pas de considération de haute disponibilité ou de scalabilité pour l'Internet Gateway. En avoir une, c'est parfaitement bon puisque c'est juste une configuration logique de notre côté. Vous la créez dans la console, vous l'attachez au VPC et puis il faut, au niveau du subnet, des subnets publics en tout cas, aller attacher une table de routage qui contient des règles de routage qui dit si le trafic est pour 172.31 ou son équivalent en IPv6, alors c'est du trafic local, mais si c'est du trafic vers n'importe quelle autre adresse IP, 000/0, ou 2.2./0 pour IPv6, alors regardez le target. Le target, dans ce cas-là, c'est l'Internet Gateway. Donc, en créant cette règle de routage et en l'attachant au subnet, vous dites au subnet, tout ce qui n'est pas à destination de mon VPC, je le balance sur l'Internet Gateway et l'Internet Gateway relayera là où il le faut, en général vers Internet. Question de Rostand. Bonjour Sébastien. Est-ce possible d'abord d'avoir un même Elastic IP pour plusieurs instances dans des ESI différents? Est-ce qu'il est possible d'avoir une même Elastic IP pour plusieurs instances dans des ESI différents? Alors, une Elastic IP est assignée au niveau de la région et au niveau du VPC. Donc, sauf erreur de ma part, une Elastic IP peut passer d'une région d'une availability zone à l'autre. Ça oui. En revanche, à un moment donné, une Elastic IP ne peut être attachée qu'à une instance. On ne peut pas avoir deux machines avec la même adresse IP. On ne saurait pas où il faut router les paquets. Mais à tout moment, on peut détacher l'adresse IP et la réattacher à une autre machine qui fonctionne. Ça, c'est possible. En revanche, on ne peut pas avoir deux machines avec la même adresse IP, comme sur un réseau local. Hein. Je ne peux pas avoir deux adresses IP, deux fois la même adresse IP sur mes machines. Donc, si je comprends bien la question, alors la réponse est non. Est-ce qu'il est possible de tourner Cisco iOS Image sur AWS? Je ne pense pas qu'il soit possible de tourner Cisco iOS. Donc il y a moyen de créer des images avec des systèmes d'exploitation qui ne sont pas supportés. Il faut attacher un volume EBS, installer votre OS, s'assurer qu'ils sont bootables, détacher le volume EBS et essayer de démarrer une autre instance à partir de ça. C'est comme ça qu'il y a des gens qui arrivent à installer BSD par exemple. Alors je ne connais pas de clients qui ont tourné Cisco iOS Image, mais je ne vois pas trop à quoi ça servirait puisque vous pouvez faire du BGP avec notre Transit Gateway, vous pouvez faire du BGP avec la configuration du VPC. Donc notre configuration réseau est une configuration qui tourne sur notre matériel avec nos protocoles de routage. Donc je questionnerai surtout le use case. Pourquoi vous voulez faire ça? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus simple de faire du BGP? La réponse est oui, avec les VPC. Je reviens à mon Internet Access. Je réponds juste par écrit. Une fois qu'on a Internet Gateway, eh bien, on a un accès sortant et entrant vers Internet. Parfois, vous ne voulez pas ça, vous voulez juste de l'egress access. Et si vous utilisez IPv6, on a une Internet Gateway particulière qui s'appelle le egress only Internet Gateway. Donc c'est une Internet Gateway juste pour envoyer du trafic, mais pas recevoir de nouvelles connexions. C'est très pratique pour avoir des machines qui doivent se connecter à des repositories pour faire des mises à jour, par exemple, des mises à jour de Linux ou de Windows. Comme ça, elles peuvent initier une connexion vers l'extérieur pour aller chercher les updates, mais il n'y a aucune connexion entrante qui peut attaquer cette machine. Attention, ça marche uniquement en IPv6. Et donc regardez la table de routage à droite là, les deux premières lignes n'ont pas changé, c'est le routage local. La troisième ligne n'a pas changé, c'est de l'IPv4.
Et l'IPv4 va vers IGW, donc Internet Gateway, mais l'IPv6, la quatrième ligne a changé. Pour l'IPv6, on met de Egress Only Internet Gateway. Donc si vous attachez une table de routage comme ça à votre subnet, ça veut dire que par IPv4, on pourrait se connecter à vos machines de l'extérieur. Par IPv6, on ne pourra pas se connecter à vos machines depuis l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui différencie un subnet public d'un subnet privé? Finalement, c'est uniquement la table de routage que vous y attachez. Si vous attachez des tables de routage qui permettent de router du trafic vers et depuis Internet, ben, ça sera un subnet public. Si vous utilisez des tables de routage avec du trafic local uniquement, ça sera un subnet privé. C'est ce que vous voyez là. Mon subnet privé, là, il a juste des règles de routage qui disent on route le trafic local et rien que le trafic local. Donc un subnet public ou un subnet privé, la seule différence, c'est la table de routage. Une machine dans un private subnet pourra toujours parler à son public subnet, donc les communications entre subnets sont assurées par les règles de routage que vous voyez à gauche. Un private subnet, comme on route tout le trafic 172.31 en local, eh bien, la machine du subnet privé A pourra parler au public subnet, la machine B, et inversement. Donc l'instance A a un pass to and from instance B, l'instance B a un pass to and from the Internet, parce que dans ce cas-là, on a de l'Internet Gateway à la fois en IPv4 et à la fois en IPv6. Alors, quelqu'un avait mentionné Network Address Translation. Qu'est-ce qui se passe si en IPv4, puisque IPv6, on a le moyen de sortir sans avoir de connexion, c'est le Egress Only Internet Gateway. Mais en IPv4, si vous voulez faire la même chose, c'est un poil plus compliqué, parce que si vous voulez sortir, il faut aussi éviter qu'on rentre. Donc, juste mettre une Internet Gateway, ça ne suffit pas, parce que l'Internet Gateway permet les connexions rentrantes. Bon, après, il y a le Security Group qui va bloquer ça, mais si vous voulez même, vous savez, on applique la sécurité en oignon à la bordure et en cercle concentrique, donc il faut même essayer d'éviter d'avoir du routage vers l'instance. Et ça, on peut le faire avec du NAT. Donc du NAT, c'est du Network Address Translation. L'idée, c'est de dire, voilà, j'ai une instance A dans un subnet privé, mais je voudrais taper un sudo yum update ou un Windows update dans cette instance A. Et donc, elle a besoin de pouvoir initier une connexion vers Internet, mais pas recevoir des connexions depuis Internet. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire exactement comme sur votre réseau à la maison. Si vous avez un abonnement Internet à la maison, vous avez une box qui est connectée, qui crée un réseau local chez vous, en général 192, 168, quelque chose. Et si une de vos machines à la maison veut passer par Internet, elle va router son trafic sur la box, et la box va remplacer l'adresse IP de la machine source par son adresse IP à elle. On n'a qu'une seule adresse IP publique quand on est à la maison, c'est l'adresse IP de la box. Ici, ça serait 54.56.9.65. Ensuite, ce routeur envoie le trafic sur l'Internet Gateway sur Internet. Quand le trafic revient à cet endroit-là, le NAT refait l'opération inverse. Il change la destination, l'adresse IP destination, pour remplacer son adresse IP par l'adresse IP de celui qui avait fait la demande. Donc dans ce cas-ci, c'est celle de mon instance A. Et donc le NAT permet ainsi de sortir, communiquer sur Internet, de recevoir les paquets qui reviennent, mais ça empêche d'avoir des connexions directes de l'Internet vers votre instance A. Alors, pour faire du NAT sur AWS, la première option, c'est de démarrer une instance EC2 et puis de configurer cette instance pour faire du NAT avec des tables de routage, etc., comme la personne qui avait posé la question l'avait dit, avec iptable. C'est possible, j'ai déjà fait ça, c'est amusant. En revanche, vous êtes entièrement responsable de cette instance, c'est à vous de s'assurer qu'elle soit toujours disponible, qu'elle scale correctement, etc. Donc, c'est du travail de management qui ne sert à rien, qui n'apporte aucune valeur ajoutée. Et c'est pour ça qu'on a un service de NAT Gateway managé. Vous dites juste, je veux une NAT Gateway dans tel VPC, et après vous configurez vos tables de routage pour envoyer, regardez la table de routage ici à gauche, tout le trafic 000/0 va vers mon instance, ma NAT Gateway. Et la NAT Gateway, elle vit dans le subnet public, donc elle a une table de routage qui va vers Internet Gateway, et c'est comme ça que ça marche. Attention, il y a un coût par heure pour les NAT Gateway. Donc regardez le pricing, je ne l'ai pas en tête là pour le moment, mais regardez le pricing pour voir si c'est dans votre budget avant d'en démarrer. Alors, on a parlé routage, on a parlé gateway, quid de la sécurité. On a plusieurs services de sécurité, les Network SL, les Security Group. On peut aussi loguer
tous les connexions entrantes et sortantes avec VPC Flow Log, donc qui va envoyer un flux de logs sur CloudWatch pour analytique. Et puis on a Amazon VPC Traffic Mirroring, où on peut mirrorer l'entièreté du trafic vers une network interface. Typiquement, vous allez mettre un device de détection d'intrusion ou d'analyse de trafic, un IDP, IDS. Ce device, cette appliance va recevoir une copie de tout le trafic et va pouvoir faire de l'analytique en temps réel en fonction des capacités du logiciel que vous installez sur cette machine. Juste pour bien comprendre, les network ACL, c'est un filtre qui est activé au niveau du subnet, qui par défaut bloque tout et où vous devez autoriser certains groupes de trafic. Donc il faut des règles allow explicitement pour autoriser le trafic. Évidemment, on met une règle allow sur tout, sinon vous ne pourriez pas avoir de réseau qui fonctionne facilement. Mais typiquement, si vous voulez bloquer une adresse IP malicieuse ou un port ou quelque chose, c'est là que vous pouvez rajouter une règle deny qui va interdire certains types de trafic rentrant. Je répète, c'est au niveau du subnet, donc ça s'applique automatiquement à toutes les ressources qui tournent dans le subnet. Donc une règle typique, elles sont évaluées dans l'ordre, donc l'ordre a de l'importance. Ici, on va autoriser tout le trafic IPv4, c'est la règle la première, 100. Donc si c'est du trafic IPv4, ben, il passe, point, et on arrête l'évaluation là. Règle 101, c'est la même chose pour IPv6. Et puis, il y a les fallbacks qui sont des deny où on rejette le trafic. Dans ce cas-là, les deny ne seront jamais appelés puisque que ce soit IPv4 ou IPv6, le trafic sera toujours accepté par la règle 100 ou la règle 101. On pourrait imaginer, ah oui, sur l'autre public subnet, c'est évidemment exactement la même chose. Sur les private subnet, on pourrait imaginer qu'on interdit tout le trafic, sauf si c'est du trafic HTTPS qui vient du subnet range de mon public subnet, là où il y a les web servers, 172.31.0.0. En principe, enfin, je vois rarement des clients qui configurent les réseaux comme ça, mais ça serait tout à fait autorisé. De cette façon, on s'assure que les seules connexions rentrantes vers les private subnets sont les connexions HTTPS qui viennent des public subnets. Évidemment, on peut customiser ces rules en donnant des port range. Les security groups, eux, sont l'inverse. Eux, ils sont toujours bloqués par défaut et vous devez explicitement donner les règles que vous souhaitez autoriser. Le security group est mandatory si vous voulez autoriser des connexions réseau vers vos applications. Donc ici, pour les web serveurs, on va créer un security group qui autorise le trafic HTTP, HTTPS en provenance de n'importe quelle adresse IP V4 ou V6. Et pour le private subnet, pour les application servers, on va créer un autre security group qui autorise uniquement le port 8443, disons que c'est mon application server, et uniquement, regardez la source, ce n'est pas une adresse IP, c'est l'ID, hein, j'ai ma tête devant, voilà, c'est l'ID de l'autre security group. Donc vous pouvez mettre dans la source d'un security group, plutôt que mettre une adresse IP ou un range d'adresse IP, vous pouvez mettre un security group. Et donc ça veut dire quoi? Toutes les machines, toutes les ressources qui sont dans le security group, là au-dessus, le public, pourront se connecter vers les machines qui sont dans le security group private. En outbound, même chose, vous pouvez, par défaut, l'outbound est toujours autorisé, mais on pourrait imaginer que vous restreigniez à certains ranges en outbound également. VPC Flowlog, j'en ai touché un mot, donc c'est un système qui permet de loguer, alors pas le payload des paquets, mais toutes les métadatas des paquets, notamment les headers des paquets, donc d'où ça vient, où ça va et quand, avec les VPC ID, les subnet ID, les instance ID, de loguer tout ça vers CloudWatch Log, c'est quelque chose que vous pouvez activer au niveau du VPC. Ça vous donne aussi le statut accepté, rejeté par les networks ACL et par les security groups. Et puis Traffic Mirroring, j'en ai parlé également. Alors dans la vraie vie, vous allez avoir plusieurs VPC, peut-être plusieurs VPC sur plusieurs régions, donc il y a évidemment moyen de router du trafic d'un VPC à l'autre.
Pour ça, il faut établir des VPC peering agreement, des accords de peering entre VPC. Donc typiquement, l'owner du VPC A doit dire je veux peerer avec le VPC B et l'owner du VPC B dit ok, j'accepte le peering avec le VPC A. Ce peering ne marche que dans la même région et se configure au niveau de la console VPC. Ça peut être un VPC dans votre compte ou dans un autre compte. Donc par défaut dans la même région. On va parler des cas cross-région dans un moment. Le peering c'est comme si vous aviez un mini routeur. Évidemment, il n'y a pas de routeur physique, mais c'est comme si vous aviez un routeur. Donc, vous aviez un peering agreement entre deux VPC. Et puis, vous devez mettre en place des tables de routage dans chaque subnet qui dit, ben voilà, si je veux router du trafic vers le VPC 10.0.0.0.16, ben, il faut envoyer au peering agreement, machin, qui est la représentation virtuelle du routeur virtuel qu'on met en place entre les deux. Quand je dis routeur virtuel, de nouveau, c'est une configuration de notre côté, ce n'est pas une appliance, donc il n'y a pas de souci de disponibilité ou de haute disponibilité. Et ainsi de suite, pour chaque paire de VPC, avec chaque fois les tables de routage. Donc si vous avez beaucoup de VPC, ça peut devenir un peu compliqué. Je parlais à un client l'autre jour qui a plus de 500 VPC sur plusieurs comptes dans plusieurs régions et il gérait entièrement les peering agreements avec des scripts et une technologie Terraform de HashiCorp pour automatiser tout cela. Les peering agreements ne sont pas transitifs, évidemment. Si le VPC d'en bas a un peering agreement avec le 10.0.0 en haut à gauche et que le 10.0.0 en haut à gauche a un peering agreement vers le 192.168 en haut à droite, ça ne veut pas dire que celui d'en bas pourra communiquer avec celui d'en haut à droite automatiquement. Ça serait un problème de sécurité, puisqu'a priori, ces VPC peuvent être dans des comptes différents, gérés par des sociétés différentes. Donc chaque peering doit avoir son agreement entre chaque VPC. On peut aussi lier vers une autre région dans votre compte ou dans un autre compte. C'est possible depuis quelques mois. Donc quelques petites choses à retenir. Pour le VPC peering, vous pouvez référencer des security groups qui sont dans l'autre peering pour faire vos règles, dire j'autorise le trafic sur mon VPC dans tel subnet uniquement si le trafic vient du security group qui est de l'autre VPC. On peut aussi faire de la résolution non DNS entre les différents VPC pour découvrir les adresses IP privées et le peering fonctionne en IPv4 et IPv6. On ne peut pas faire du peering entre deux VPC si le range d'adresse IP overlap. Donc il faut des ranges distincts d'adresse IP, ça a du sens, sinon on est incapable de router le trafic correctement. Si vous avez deux VPC, il ne peut y avoir qu'un seul peering agreement, on ne peut pas faire plusieurs peering agreements entre deux mêmes VPC. Puis si vous utilisez des jumper frames, donc des très grandes frames pour augmenter le throughput, ça ne fonctionne pas sur le VPC peering. Alors, avant de voir comment scaler le VPC peering, j'ai encore une question. Le security group suffit pour sécuriser son trafic? Oui, dans 99% des cas. Une bonne découpe en subnet, privé et public, plus des bonnes règles au niveau des security groups, ça suffit pour sécuriser son trafic. Je répète que le security group, c'est en dehors de votre instance, ce n'est pas des règles de filtrage dans votre instance. Certains clients appliquent encore du firewall logiciel sur les instances. C'est tout à fait valide. Ça revient à ma protection en oignon dont je parlais. On part des couches extérieures et au plus on centre et on rajoute des protections de couche en couche. Ce n'est pas nécessaire, à vous de voir si vous voulez l'extra de travail que ça cause à la maintenance. Peering as routing table as well as VPC, which one represent a router? So peering has no routing table. Peering is just a virtual routing. Peering is referenced by routing table. Donc si on va revoir ici, hop, je reviens un peu en arrière. La table de routage est attachée au subnet et c'est dans la table de routage qu'on dit si je veux router, donc dans ce VPC-ci, si je veux router du trafic vers 10.0.0, eh bien on a 10.0.0.16, on envoie vers PCX 0.18 qui est le peering agreement là.
de nouveau, tout ça c'est virtuel, il n'y a pas de hardware physique provisionné spécifiquement pour vous, c'est juste la configuration au niveau de notre infrastructure de réseau. Donc le peering n'a pas de routing table et le peering ne représente pas un routeur. Si, au niveau logique, dans votre tête, vous pouvez dire c'est comme si c'était un routeur, ça c'est correct. Au niveau physique, c'est certainement pas un routeur, c'est juste la configuration. C'est juste de la configuration de notre infrastructure. Alors, je vous parlais de mon client avec ses 500 VPC et autant imaginer la complexité des peering agreements parce que c'est chaque VPC, chaque paire de VPC, donc ça fait 500, je suis mauvais en combinatoire, mais 500 x 499 possibilités de peering et donc ça devient très vite un cauchemar à gérer. Ici, il n'y a que 6 VPC et vous voyez déjà la quantité de peering agreements qu'il faut entre chacun de ces VPC. Donc l'idée c'est de passer par un nouveau service depuis 2 ans qui s'appelle Transit Gateway. Vous créez une Transit Gateway et de nouveau une Transit Gateway c'est comme si c'était un routeur virtuel, c'est une configuration de notre côté. Vous définissez, vous attachez vos VPC une fois pour toutes à la Transit Gateway et c'est la Transit Gateway qui routera les paquets d'un VPC vers l'autre. Transit Gateway peut être aussi utilisé pour router du paquet sur du Direct Connect ou sur du VPN. Donc si vous avez une gateway VPN pour se connecter sur votre corporate data center, la Transit Gateway permet d'attacher le VPN et donc de distribuer les connexions vers votre data center pour tous les VPC. Attention, il ne faut pas d'overlap IP, donc quand vous créez votre VPC, prenez des ranges différents de votre corporate data center, parce que sinon on ne pourra pas router le trafic, évidemment. Et ça ne dispense pas d'avoir des routing tables. Donc dans ce cas-ci, si vous voulez router du trafic, chaque subnet devra avoir une table de routage vers le corporate data center. Donc ici 172.16, c'est mon corporate data center. Donc dans les subnets du VPC, il faudra une table qui dit 172.16.00.16. Vous envoyez le trafic à la Transit Gateway et elle fera suivre par le VPN. Même chose au niveau de la Transit Gateway, elle aura sa table de routage et évidemment dans votre routeur Cisco. Ça marche aussi avec le Direct Connect. Donc Direct Connect, c'est la possibilité d'avoir une ligne louée directement vers un point d'entrée réseau AWS. Ici, on a une ligne louée vers une Direct Connect Location. Il y en a des dizaines dans la plupart des grandes villes de la planète. Et puis, au niveau de votre compte AWS, vous définissez une Direct Connect Gateway et vous attachez votre Transit Gateway sur la Direct Connect Gateway pour router le trafic à travers la ligne louée plutôt qu'à travers Internet. Waouh! J'espère que vous êtes toujours avec moi. On n'a pas trop perdu d'audience sur GoToWebinar, on en a un peu gagné sur Twitch. Je répète à ceux qui sont arrivés sur GoToWebinar entre-temps qu'on est également live sur Twitch, twitch.tv/seb, S-E-B-A-W-S, si vous préférez regarder ces présentations sur Twitch plutôt que sur GoToWebinar, n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions sur Twitch également, je garde un œil des deux côtés. Bien, il me reste un quart d'heure, je vais aller un peu plus vite. On a passé les bases du réseau, on va encore parler High Availability and Scale, donc on va parler Load Balancer, et puis je vais terminer avec CloudFront et la distribution de contenu, ce qui touche le réseau aussi. Donc évidemment, si vous avez un web server, vous n'allez pas en mettre un, vous allez en mettre plusieurs, et si vous en mettez plusieurs, eh bien, il faut un load balancer. Le load balancer, ça sera le endpoint que vous allez distribuer à vos clients, c'est le nom DNS que vous allez donner à vos clients se connectent au load balancer, et le load balancer distribue le trafic sur les web serveurs. Le load balancer vit au niveau de la région, donc il n'est pas dans une zone de disponibilité particulière, mais il est capable de distribuer du trafic sur plusieurs zones d'availabilité, donc sur plusieurs web serveurs. Il peut aussi balancer du trafic sur des fonctions lambda, sur des containers ou sur une adresse IP spécifique et donc au niveau de la région. Vous n'avez pas à vous soucier de la scalabilité du load balancer ni de sa haute disponibilité, c'est nous qui nous en chargeons.
Alors il y a trois types de load balancer. Il y a les classiques à droite, on ne va pas en parler, ils sont là parce qu'il y a encore des clients qui les utilisent. Mais maintenant, si vous démarrez un nouveau load balancer aujourd'hui, vous avez soit l'option de travailler au niveau réseau, donc un load balancer TCP/UDP, ça peut être un point de terminaison de vos connexions TLS par exemple, qui peut balancer vers des instances EC2, vers des containers et vers des adresses IP privées. Ou alors, on a un application load balancer qui lui monte au niveau 7 et qui comprend HTTP, HTTPS, donc il peut faire des décisions de routage basées sur des éléments du protocole HTTP, comme le pass par exemple, ou des cookies, ou des headers HTTP. Donc lui, en plus de pouvoir router vers des instances EC2, des containers, des adresses IP privées, il peut aussi router vers du lambda. Quand vous travaillez avec un application load balancer, vous pouvez établir des règles de routage qui disent voilà, tout ce qui est /img, j'envoie à cette adresse IP là, sinon j'envoie sur ces web serveurs là. Le load balancer va également faire des health checks, donc vous pouvez définir une URL que le load balancer va appeler à intervalles réguliers. Et tant que votre instance répond HTTP 200, tout va bien, alors le load balancer sait que l'instance est saine. Si l'instance ne répond pas ou s'il y a un timeout, le load balancer va arrêter d'envoyer du trafic vers cette instance et donc elle ne recevra plus de trafic. Sur le load balancer, vous définissez un listener, donc c'est le port sur lequel le load balancer va écouter et accepter les connexions. Vous définissez les règles de routage qui dit ben voilà, en fonction des headers HTTP, du pass ou des cookies ou autres, on renvoie sur un groupe d'instances ou un autre. Et un groupe d'instances, on appelle ça un target group. Et vous pouvez rajouter des instances ou en enlever d'un target group. Donc dans la réalité, on ne va pas mettre les web servers dans le public subnet comme j'avais fait tout à l'heure, mais on va découper ça, on va avoir deux niveaux de private subnet, un avec nos web servers qui n'acceptera le trafic que s'il vient du load balancer, notre app server il est inchangé, et dans le public subnet, on va trouver uniquement le load balancer. Donc le load balancer, il vit au niveau de la région, mais il déploie des pads de réseau, des network interface dans chaque availability zone pour être capable de communiquer avec vos ressources dans les availability zones. Voilà, il me reste 10 bonnes minutes pour parler de CloudFront, ça devrait le faire, hein, ça devrait aller. Tiens, il y a un truc blanc là à côté de moi, c'est quoi ça que vous voyez? C'est un peu bizarre, on va faire comme ça. Ah mais alors c'est de l'autre côté. On va faire comme ça. Hop, voilà, comme ça c'est plus joli sur la vidéo, tout en noir. Quelques questions qui sont arrivées sur GoToWebinar et j'en vois aussi sur, chat Twitch, donc je vais regarder. Alors sur GoToWebinar, comment peut-on revoir ces excellentes présentations? Merci pour le excellente. Et il y a une autre question de Francis et Herman, comment avoir les vidéos de ces différentes formations? À partir de demain, ces vidéos seront sur mon compte YouTube et si vous êtes inscrit sur le webinaire, vous recevrez aussi un email d'AWS qui vous donnera un lien pour télécharger les vidéos. Mais sinon, moi, je les publierai, je les mettrai, j'en parlerai sur Twitter et sur LinkedIn. Donc, si vous me suivez sur Twitter, sur LinkedIn, dès demain, vous verrez un message qui dit voilà, les vidéos sont là, c'est sur mon compte YouTube. Le dernier slide que vous verrez dans quelques minutes aura ces adresses, mon compte Twitter, mon compte LinkedIn et mon compte Twitter, LinkedIn et YouTube. Donc ça, je marque répondu. Yes. Peut-on connecter un VPC dans un data center local hébergé chez nous, le client, à un VPC dans le cloud AWS? Alors, dans votre data center, ce n'est pas un VPC, c'est votre réseau. Un VPC, c'est un réseau sur AWS. Mais si la question c'est est-ce que je peux connecter mon data center local à un VPC dans le cloud AWS, la réponse est oui. Il y a deux façons de le faire. Soit vous passez par Internet avec un tunnel VPN, une VPN gateway, et donc dans la configuration réseau d'AWS, vous définissez une VPN gateway qui doit se connecter à un routeur VPN chez vous. L'autre solution, c'est d'avoir une ligne louée, ça s'appelle Direct Connect, et d'avoir un câble ou une fibre optique entre votre data center et un point d'entrée de notre réseau. Donc, je vous laisse regarder les détails dans la doc, mais je vous cherchez sur un engin de recherche VPC Direct Connect pour l'option ligne louée, ou VPC VPN Gateway pour la partie VPN. How I wonder, how is the configuration of routing protocol like OPC BAG done on the VPC?
Donc, la configuration BGP est faite effectivement automatiquement par AWS, mais vous pouvez activer la configuration BGP. C'est bien trop avancé pour en parler dans une session d'1 heure, mais au niveau du Transit Gateway, vous pouvez définir votre BGP protocol. Donc, go and check the website, BGP routing AWS. That's the 3 keywords to type on any search engine, and you will find the BGP. Vous trouverez la configuration BGP et où l'appliquer, comment l'appliquer sur AWS. BGP AWS routing in the doc. De l'autre côté, j'ai une question aussi. Dans le cas où on utilise un load balancer, il nous faudra une adresse élastique IP pour chaque web serveur. Bonne question, et la réponse est non, effectivement. Est-ce que je peux balancer les commentaires à l'écran? Tiens, non. Ah oui, je peux balancer les commentaires à l'écran. La réponse est non, puisque le load balancer est le seul qui a une adresse IP publique. Vos adresses IP des web serveurs ne doivent pas être publiques. Les Elastic IP sont toujours des adresses IP publiques. Vous avez juste besoin d'adresses IP privées pour vos web serveurs. Donc dans le cas où on est ici, hop, uniquement le load balancer a une adresse IP publique. Vos web serveurs, dans ce cas-là, ont des adresses IP privées uniquement. On n'a pas besoin d'avoir une adresse IP publique par web server, puisque la seule adresse IP qu'il faut distribuer à l'extérieur, qui doit être renseignée dans votre DNS, c'est l'adresse IP du load balancer. Les web serveurs deviennent invisibles de vos clients. Donc il n'y a pas besoin d'utiliser des Elastic IP. Est-ce qu'on peut attacher une Elastic IP à un load balancer? Je ne sais plus. À voir, à regarder. Si quelqu'un sait, il peut mettre le commentaire et m'aider sur ce coup-là. Mais je ne vois pas trop pourquoi on le ferait, puisque de toute façon, vous avez un nom DNS qui, lui, reste stable. À mon avis, la réponse est non, parce qu'il y a plusieurs adresses IP publiques pour un load balancer, et c'est le nom DNS qui est stable. Évidemment, vous pouvez mettre un alias sur ce nom DNS et mettre myapp.mondomain.com plutôt que le nom que nous allons vous donner. Voilà, j'espère que ma réponse était claire pour cette question-là. Voilà, parlons peu, mais parlons bien de CloudFront. À un moment ou l'autre, vous allez vouloir distribuer du contenu statique, des images, des vidéos, de l'HTML, des CSS, et si votre web server ou votre bucket S3 est en Europe, mais que vos clients sont en Asie, en Afrique, en Amérique du Nord, ben, ce n'est pas très efficace. Il vaut mieux mettre ce type de contenu à proximité de votre client, donc sur le bord du réseau. C'est pour ça qu'on appelle le edge du réseau. Et CloudFront, c'est ça, c'est un réseau de edge location. Il y en a plus de 200 sur la planète. Et si vous utilisez CloudFront, vous allez recevoir un nom DNS pour vous, que vous allez distribuer à vos clients, et évidemment ça peut être customisé, mais de manière à ce que vos clients, plutôt que d'aller chercher le contenu sur votre web server et votre load balancer, il va aller chercher le contenu sur le edge location. Et puis le edge location, il va dire, tiens, est-ce que j'ai déjà ce contenu? Oui, il n'a pas expiré, alors je le donne au client. Ou non, je n'ai pas encore ce contenu, ou ce contenu est expiré. Et alors c'est CloudFront lui-même qui va se connecter à votre load balancer pour aller chercher le contenu sur votre infrastructure. Donc ça permet de réduire la charge sur votre infrastructure, puisque d'un coup, vous avez 200 adresses Edge sur la planète. Si vous êtes en Afrique la plus proche, enfin au sud de l'Afrique, c'est Cape Town et Johannesburg. Sinon, en Europe, il y en a à Marseille, à Paris, à Londres, à Milan, etc. Nous utilisons un système de routage IP qui fait qu'un client qui va résoudre l'adresse DNS de votre distribution CloudFront va être automatiquement routé sur la edge location la plus proche de là où il est. Donc je répète, j'ai une adresse IP mycloudfront.net. Si je tape ça quand je suis aux États-Unis, ben je recevrai une adresse IP du edge location aux États-Unis. Si je fais la même résolution DNS quand je suis à Hong Kong, ben je recevrai l'adresse IP du edge location le plus proche de moi, celui de Hong Kong. Donc les bénéfices,
Ça protège contre les DDoS, puisque le DDoS devient très compliqué du coup. Si quelqu'un fait une attaque très distribuée chez vous, au lieu d'envoyer tout le trafic sur votre load balancer, tout le trafic qui est distribué va aller chaque fois sur les points des edge locations proches de l'attaquant. C'est très très grand, donc en général il faut vraiment beaucoup de ressources pour nous attaquer. Et ça optimise les connexions entre les clients et les edge locations. Par exemple, ils gardent une connexion TCP permanente pour ne pas renouveler la connexion TCP à chaque fois. Et donc on observe que même si la région est proche du edge location, les downloads sont plus performants si on passe par CloudFront que si on va en direct sur votre infrastructure. La connexion entre le edge location et le reste de l'infrastructure est privée évidemment sur le backbone AWS. 216 points of presence dans 84 villes, dans 42 pays. Sur le continent africain, je suis désolé, on n'a pas grand-chose. Cape Town et Johannesburg. Dubaï, Tel Aviv, Madrid, Brésil, on en a ajouté en Colombie, en Argentine ou au Chili, il y en a plein en Chine, au Japon, etc. Je vous laisserai regarder la carte. J'ai déjà montré ce graphe-là lundi, mais ça, ce sont les temps de latence qui chutent au départ de ces pays quand on se connecte à des infrastructures via CloudFront à droite, après la chute, ou directement aller à la source à gauche. Le concept clé de CloudFront, c'est la distribution. Vous créez une distribution et vous recevez un nom de domaine, genre 1234.cloudfront.net. Évidemment, vous pouvez mettre votre nom custom là-dessus. Vous configurez TLS et vous configurez IPv6, HTTPv2, le logging au niveau de la distribution. C'est au niveau de la distribution et aussi que vous pouvez attacher des règles de filtrage. Il y a un Web Application Firewall qui est optionnel, qui vous permet d'établir des règles de filtrage avec des règles de anti-cross-site scripting ou de SQL injection, etc. et d'éliminer ce trafic dès l'entrée de nouveaux concepts de sécurité en oignon. Une fois que vous avez une distribution, vous devez définir des origines, c'est-à-dire où est-ce que CloudFront va aller chercher le contenu. Et une origine, ça peut être un load balancer, une instance EC2, un bucket S3. Et puis vous définissez un behavior, c'est la connexion entre une distribution et une origine, comment se comporter. Et là, on comprend HTTP, donc vous pouvez avoir des comportements différents en fonction des passes, en fonction des headers. C'est là que vous allez définir si vous voulez que CloudFront change les requêtes pour activer de la compression, par exemple, ou même appeler une fonction lambda pour faire un traitement custom sur les requêtes ou les réponses. Donc, outre l'aspect distribution, optimisation, cache au edge du réseau, vous pouvez utiliser CloudFront aussi pour contrôler les accès, pour éliminer des requêtes, par exemple, si elles sont mal formées, si elles n'ont pas les cookies, pour limiter l'accès en fonction de l'endroit où se trouve le client, dire voilà, ce contenu-là, il est disponible au Brésil uniquement parce que j'ai acheté les droits qui font que je ne peux distribuer ce contenu que dans ce pays. Vous pouvez aussi configurer S3 pour n'accepter des requêtes que si elles viennent de CloudFront, pour mettre un bucket public, mais semi-public uniquement via CloudFront. Une de mes fonctions préférées de CloudFront, c'est Lambda on Edge. Donc vous pouvez configurer CloudFront pour exécuter du code sur le Edge. Donc au lieu de l'exécuter chez vous dans la région, au Edge. Et vous avez 4 endroits où vous pouvez déclencher des fonctions. Soit quand la requête arrive et avant qu'on vérifie le cache, soit une fois qu'on a vérifié le cache et qu'on fait une requête à l'origine pour aller chercher les données, soit quand on a une réponse de l'origine, soit avant de retourner. Un viewer request, par exemple, vous pourriez vérifier si le pass est bien formé et faire un redirect vers une nouvelle URL si vous avez changé la structure de pass dans votre site web. On peut utiliser aussi viewer request pour filtrer sur les cookies, dire tiens je vais vérifier que tel cookie est présent, s'il n'est pas présent, poup, je redirect vers autre chose. Un viewer response, ça pourrait servir à changer, à réécrire un peu l'HTML qui est retourné spécifiquement pour un client ou spécifiquement pour un pays. Un origin response, ça pourrait servir à changer l'HTML pour tout le monde avant de le mettre dans le cache.
Voilà, donc ça, ce sont les genres de choses que vous pouvez faire avec Lambda en Edge. Ça se programme exactement comme une fonction Lambda dans la console Lambda. Le déploiement se fait juste sur CloudFront. Et les use cases, comme j'ai dit, c'est soit pour la gestion de la performance, en manipulant le header de cache, en implémentant des redirections, en retraitant les query strings. Ça peut aussi servir à faire du A/B testing, dire voilà, à certains clients je renvoie une version, à d'autres clients je renvoie d'autres versions, ou à faire du traitement d'image, du rendering de page dynamiquement. On pourrait imaginer que la fonction lambda origin request, dans ce cas-là, elle ne va même pas sur l'origine, elle renvoie de l'HTML hardcodé dans la fonction lambda et dire désolé, on est down pour le moment. Enfin voilà, c'est le genre de choses qu'on peut faire au niveau de la manipulation de l'HTML. Ça permet aussi d'être plus intelligent sur l'origine. S'il y a plusieurs origines, dire tiens, en fonction de tel et tel critère, je vais rebalancer sur l'origine A ou l'origine B. Et puis l'autre et le dernier, et probablement le plus important use case de Lambda on Edge, c'est la sécurité, où vous pouvez implémenter des filtres sur des tokens, sur des cookies, signer des requêtes vers l'origine avant de vérifier la signature sur votre origine. Il y a plein de clients qui utilisent ça, que ce soit dans le monde des médias, Snapchat, Spotify, Amazon Prime Video, Hulu. Si vous êtes en France, vous connaissez M6 Web et M6 et Play, le service de replay d'M6 qui passe par CloudFront, mais également dans l'univers du gaming avec Rovio, Supercell, tous ces éditeurs de jeux, en financial service HSBC, Intuit, et puis en e-commerce, évidemment Amazon.com, mais des tas d'autres également. Si vous voulez en apprendre plus sur la partie réseau, n'hésitez pas à aller sur le site Training and Certification, AWS Training and Certification. Vous allez trouver des dizaines de tutoriaux gratuits en anglais. Si vous voulez chercher des tutoriaux en français, allez sur le YouTube d'AWS France. Dans YouTube, vous tapez AWS France et vous trouverez une playlist qui s'appelle Bien démarrer avec AWS, où j'ai enregistré plus de 50 vidéos de moins de 5 minutes sur différents sujets, y compris le réseau, pour bien démarrer avec différents services sur AWS. Je vous l'avais promis, mon adresse Twitch c'est SebAWS, mon adresse Twitter Sebsto, je posterai les liens vers les vidéos demain, l'adresse YouTube Sebsto, et sur mon GitHub il y a plein de ressources également. Je croyais qu'il y en avait un en Afrique du Sud, nous dit Jingu. Oui, il y a des Edge Location CloudFront en Afrique du Sud, Cape Town et Johannesburg de tête. Cape Town, je suis sûr, Johannesburg à vérifier, mais effectivement, il y a des Edge Location CloudFront sur l'Afrique du Sud. Voilà, c'est le dernier des webinaires en français, en tout cas pour ce mois-ci. Bien démarré sur AWS, 4 jours avec une introduction générale lundi. On a parlé compute mardi, on a parlé stockage mercredi, et aujourd'hui on parle réseau. En fonction de vos feedbacks, vous allez recevoir, si vous étiez inscrit sur GoToWebinar, vous allez recevoir un formulaire de feedback. Dites-nous ce qui est important pour vous, ce qui compte pour vous, parce que c'est sur vos feedbacks qu'on va construire l'agenda de contenu pour les 2 derniers trimestres à partir de septembre, et faire d'autres sessions comme celle-là en direct, ou des sessions plus courtes préenregistrées sur d'autres sujets. À vous de nous dire ce qui est le mieux pour vous. Merci de nous avoir regardés, que ce soit sur GoToWebinar ou sur Twitch. Je vous souhaite de passer une très très bonne après-midi, une très bonne fin de semaine. Quoi que vous codiez, codez-le bien, comme je dis toujours. Retrouvez-moi sur un de ces canaux-là, sur le podcast AWS en français, disponible dans toutes les bonnes applications de podcast également. Et puis surtout, prenez soin de vous. Bye bye.